Bonjour, on m'appelle Bokovo Juste Méthode, passionné et étudiant de l'informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mécanisme d'exécution des fonctions simples et des fonctions récursives. Bien, avant de commencer, nous allons voir comment un programme est structuré en mémoire. Ici, nous avons la structure d'un programme en mémoire centrale, la mémoire RAM. On voit que l'espace attribué au programme est segmenté. Ici, nous avons le segment en orange, le segment de données, qui est le data segment qui contient les données sur lesquelles vont agir les instructions. Ici, en vert, nous avons le segment de code qui contient les instructions à exécuter par le programme. Et ici, nous avons le segment de pile, le stack segment, qui est la pile d'exécution. Ce qu'on verra et on va l'étudier. Bien. Qu'est-ce qu'une pile d'exécution alors? Une pile d'exécution est un espace en mémoire alloué à ce processus, ou à un processus du moins. Et donc, le contenu fluctue à chaque changement de contexte. Elle sert particulièrement à gérer les appels de sous-programmes, procédures et fonctions, le passage des paramètres et les variables dites automatiques, variables à l'intérieur d'un bloc ou d'une fonction. Ici, on dit que la pile d'exécution, ça sert à sauvegarder les paramètres des fonctions, les variables automatiques ou bien les variables locales, c'est-à-dire les variables déclarées à l'intérieur d'une fonction, et aussi sert à sauvegarder le contexte. Parlant de contexte, je vais vous donner l'exemple, par exemple la fonction main. On quitte la fonction main pour aller exécuter une fonction somme. La fonction main passe deux paramètres, par exemple deux entiers a et b à la fonction somme, qui a pour mission de faire la somme des deux entiers, de retourner le résultat à la fonction main pour que la fonction main continue son exécution avec le retour peut-être de la variable si elle en a besoin. Le fait que la fonction main fait appel à la fonction somme, on appelle ça le changement de contexte, parce qu'on a quitté la fonction main, la fonction principale, pour aller exécuter la fonction somme. Donc c'est ça le changement de contexte. Alors pour retourner à la fonction main et continuer l'exécution de la fonction main, la fonction principale, il faut sauvegarder le contexte de la fonction main au moment où elle a appelé la fonction somme, pour qu'après le retour du résultat de la fonction somme, elle puisse continuer son exécution normale. Bien. Nous allons voir alors ce que c'est qu'une pile pour bien comprendre ce que c'est une pile en informatique. Une pile est une manière ou stratégie de manipuler une structure de données. C'est un espace où on peut déposer et accéder à des objets d'une manière à ce que le dernier objet entré ou ajouté soit le premier objet à sortir de l'espace. En anglais, on appelle il faut last in, first out. Le fonctionnement est similaire à celui d'une pile d'assiettes. Ici, nous avons un seau dans lequel on va mettre des assiettes. Bien. Le fait qu'on dépose l'assiette dans le seau, au fond du seau, on appelle ça empilement. On empile, en anglais push. Donc, on va empiler l'assiette dans le seau. Bien. Il y a encore l'assiette numéro 2, on va la déposer. On va charger maintenant le seau de l'assiette. On va charger le seau d'assiette. Ici, on constate qu'après avoir introduit l'assiette numéro 4, on a vu que l'assiette numéro 2 s'est cassée. Bien. Mais comment faire pour retirer alors l'assiette numéro 2 du seau? On ne peut pas, il n'y a pas d'espace, on ne peut pas mettre, il n'y a pas d'espace, on peut mettre la main pour aller tirer l'assiette numéro 2. On ne peut pas, on est obligé d'enlever l'assiette numéro 4 et 3 pour pouvoir retirer l'assiette numéro 2. Alors le fait d'enlever l'assiette numéro 4 et 3, on appelle ça le dépilement. Bien.
comme ça et comme ceci. Bien. Maintenant, nous allons voir le comportement de la pile lors de l'exécution d'une fonction simple, une fonction non récursive. Ici, nous avons l'exemple d'un programme en C. Ce programme calcule la moyenne des notes. Nous allons voir la fonction qui calcule, qui a pour mission ou bien charge de calculer, d'effectuer la moyenne, s'appelle moyenne, comme on l'a déclaré ici envers le prototype de la fonction. Flotte moyenne, flotte étoile, note, un taille qui prend deux paramètres, un tableau, un pointeur sur des notes, un tableau de notes et la taille du tableau. Bien, on va démarrer l'exécution de ce programme pour voir comment ça se passe. Ici, nous avons l'adresse de l'instruction à la ligne 13 relative au segment de code. Donc, dans le registre IP, le compteur ordinal, nous avons, une fois le programme est démarré, nous avons la première instruction du programme qui est à la ligne numéro 13. Bien. On commence. On passe maintenant, le compteur ordinal s'incrémente, on passe maintenant à l'instruction qui est à la ligne numéro 14. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette instruction maintenant fait appel à la fonction moyenne. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On veut changer de contexte, il y aura changement de contexte parce qu'on va quitter la fonction main pour aller à la fonction moyenne en lui passant des paramètres qui est le tableau déclaré ici avec la taille du tableau. Donc là, il y a appel de la fonction moyenne et changement de contexte fait moyenne. Puis on a la sauvegarde des données du contexte dans la pile et on a aussi la sauvegarde de l'IP de l'adresse suivante, la ligne numéro 15 pour se retrouver après avoir terminé l'exécution de la fonction moyenne afin de revenir à l'instruction de la ligne numéro 15 et d'afficher le résultat qui est la moyenne. Bien. On a changé maintenant de contexte vers moyenne. Donc on va commencer par exécuter ces instructions. Donc, comme vous le voyez, maintenant on finit de l'exécuter et on retourne le résultat. On revient maintenant dans la fonction main à l'adresse de la ligne numéro à l'adresse 15, c'est-à-dire l'instruction suivante qui suit après l'appel de la fonction main. Et on constate ici la fin du programme. Maintenant nous allons voir le mécanisme d'appel à une fonction simple. Exemple d'une fonction simple de calcul de deux entiers en langage C. End-SUM que vous voyez ici. Nous allons voir comment cette fonction est exécutée une fois qu'elle est appelée dans la main, la fonction principale. Donc nous allons voir comment cette fonction est exécutée avec la pile d'exécution, comment la pile d'exécution se comporte. C'est ce qu'on verra. Bien. Ici nous avons la pile d'exécution. Ici nous avons le programme principal, qui est le programme qui effectue la somme des deux entiers, qui prend deux entiers A et B, qui fait leur somme et retourne le résultat. Donc le démarrage du programme va pointer sur la première instruction de la fonction main de la fonction principale. On va démarrer. Ici on a allocation et initialisation de la variable A à 4. On passe maintenant à la déclaration de la variable B. Donc on a affecté la valeur 8. On passe maintenant à la déclaration de la variable résultat qui contiendra le résultat retourné par la fonction SUM.
Maintenant, on fait appel à la fonction somme pour pouvoir sauvegarder le retour, le résultat dans la variable résultat. Bien. Appel de la fonction somme. Maintenant, on va voir maintenant comment l'appel d'exécution va fonctionner. C'est-à-dire comment l'appel d'exécution est utilisé une fois que l'appel de la fonction somme est réalisé. Nous avons la sauvegarde de l'instruction suivante. On va voir que les paramètres d'entrée A et B seront empilés dans l'appel. Parce qu'on a dit que l'appel d'exécution c'est à ça, à sauvegarder les paramètres d'entrée, les paramètres des fonctions. Donc on va voir que 4 est empilé, puis 8 est empilé, et puis après l'empilement, la sauvegarde des paramètres, maintenant on passera à l'exécution proprement dite. La somme, on va faire la somme des deux variables des paramètres empilés. Donc dans le CPU, on va dépiler maintenant 8 dans l'UAL et 4 dans la seconde entrée de l'UAL. Puis le calcul sera fait là et on aura le résultat qui est 12 qui sera empilé dans la pile d'exécution et qui sera retourné maintenant à la variable résultat. Donc résultat contiendra 12. Bien. Donc le registre IP aussi, c'est-à-dire la sauvegarde de l'instruction suivante aussi sera dépilée de la pile. Bien. Maintenant, nous aurons l'exécution de la fonction et de l'instruction qui suit directement la fonction somme, qui est l'affichage de la valeur de la variable résultat qui est 12 à l'écran. Bien. Nous allons voir maintenant comment s'exécute une fonction récursive avec l'appel d'exécution. Bien. Avant d'en venir là, je vais vous expliquer un peu comment se passe la récursivité. Bien. Nous allons prendre l'exemple d'une agence de recrutement qui recrute des candidats aux différents postes. On a un agent qui est chargé de prendre les dossiers des candidats et qui ira déposer au bureau d'un autre agent qui est chargé d'analyser le dossier afin de voir, c'est-à-dire de donner un résultat au candidat s'il est retenu ou non. Donc l'agent qui recevra le dossier du candidat et qui transportera ce dossier à l'agent qui est chargé d'analyser le dossier. Donc il a son bureau. Donc imaginons qu'un candidat vient au guichet de son bureau avec son dossier. Voilà, par exemple, il vient, il dépose le dossier. Donc, il dépose le dossier. L'agent qui est chargé de prendre le dossier sur le candidat va prendre le dossier pour aller maintenant remettre celui qui analyse, l'agent qui analyse le dossier. Qui lui, il est chargé d'analyser le dossier et de donner le résultat si le candidat est retenu ou non. Il prend encore le dossier du bureau de celui qui analyse et il vient retourner le résultat au candidat. Donc cet exemple est un exemple d'une exécution de fonction simple parce qu'il prend le dossier, va déposer et retourne le résultat au candidat. Mais quand on va prendre l'exemple d'une fonction récursive, parce qu'il y a plusieurs candidats, donc au moment où le candidat numéro 1 vient au guichet et dépose son dossier, un autre au moment où il prend le dossier pour déposer et dans le bureau de celui qui analyse, il perçoit un autre candidat par le guichet qui vient encore avec son dossier. Donc il est obligé de retourner et prendre le dossier du deuxième candidat. Donc ainsi de suite, au moment de déposer les deux dossiers, il perçoit encore un autre candidat qui vient. Il est obligé de s'arrêter et de prendre le dossier
ainsi de suite. Donc, il prend les dossiers et maintenant va déposer. Donc, imaginons qu'à chaque fois qu'il prend le dossier d'un candidat pour aller déposer, un autre candidat vient. À chaque fois qu'il prend le dossier, un autre candidat vient. C'est comme ça la récursivité fonctionne. Mais quand est-ce qu'il va finir de prendre le dossier? À chaque fois, il faut qu'il trouve une condition pour s'arrêter. Il faut qu'il trouve une condition pour s'arrêter, pour dire, ah, là maintenant je m'arrête et je dois maintenant déposer le dossier pour que le dossier soit analysé afin qu'il retourne au candidat, les résultats au candidat. Donc, si jamais il ne trouve pas de condition d'arrêt, d'abord, les dossiers ne seront pas traités, il n'y aura pas de retour de résultats et sera là en train de prendre des dossiers jusqu'à, si le bureau n'est pas plein, bon, il sera étouffé quand même parce qu'il n'aura pas de temps de repos. Donc, la récursivité, c'est comme ça fonctionne. Donc, il faut qu'on trouve une condition d'arrêt. Bon, si nous prenons l'exemple, quelle condition d'arrêt il peut trouver? Bon, banalement, il peut se dire que je vais rester là peut-être à prendre les dossiers jusqu'à telle heure. Donc, je prends les dossiers des candidats de 8h à midi. Et là, à midi, je pourrais maintenant prendre les dossiers collectés pour aller déposer maintenant au bureau de l'agent qui analyse les dossiers. Donc, c'est comme ça va se passer. Donc, à midi, pile, il ne prend plus le dossier. C'est sa condition. Donc, la récursivité, il faut qu'on trouve une condition pour s'arrêter. Et une condition efficace aussi, parce que si ce n'est pas efficace, imaginons qu'il disait, bon, que je vais prendre, il n'y aura plus d'autres personnes, je vais prendre les dossiers des candidats qui sont au guichet. Je vais prendre rapidement ça, c'est fini, je vais aller déposer. Mais au moment de prendre ça veut dire que cette condition n'est pas efficace. Parce que s'il voyait le rang là, il disait que bon, quand je vais terminer le rang, j'irai déposer, un autre candidat viendra. Et ainsi de suite. Donc ce n'est pas efficace. Donc il faut qu'on trouve une condition efficace. Donc s'il informait les candidats qu'à midi, qu'il ne prendra plus de dossier, c'est normal. Donc cette condition est suffisante. Donc comment ça va se passer alors? Avec les fonctions, c'est-à-dire en programmation, c'est de la même façon. Mais ici, en programmation, c'est-à-dire avec la mémoire, la pile, chaque fois qu'il prend le dossier d'un candidat, par exemple avec la pile, le dossier sera empilé. Le second candidat, avec son dossier, quand il va prendre le dossier, ça sera empilé. Donc vous voyez un peu, le dossier sera empilé, ainsi de suite, jusqu'à la condition d'arrêt. Donc après maintenant, il va passer maintenant au traitement des dossiers. Il aura à remettre, déposer le dossier, on va passer au traitement. Donc chaque fois on traite les dossiers, imaginons que c'est le dossier ça, dans la pile d'exécution, dans la pile. Chaque fois qu'on traite le dossier, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois qu'on traite le dossier, on va retourner ça au candidat. Donc imaginons que le dernier candidat qui a déposé son dossier sera traité premièrement. Donc une fois que son dossier a été traité, là, on va déposer. On ira remettre au candidat, ainsi de suite. On ira remettre, partager au candidat leurs résultats de dossier, ainsi de suite. Donc c'est comme ça un peu la récursivité. Donc nous allons voir par exemple l'affichage une fois d'un message à l'écran en C. Au lieu d'utiliser une boucle, nous allons utiliser la récursivité pour le faire, pour mieux voir comment ça se passe. Nous allons voir ici une fonction récursive très simple qui va afficher une fois peut-être bonjour le monde à l'écran. Donc la fonction ne va pas retourner une valeur. On va mettre void afficher qui va prendre peut-être le nombre de fois qu'il va afficher le message qui est n. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour l'afficher? D'abord, il faut qu'on affiche le message simplement d'abord bonjour le monde.
bonjour le monde. Bien. C'est bon. Voilà le message. Maintenant, on va afficher plusieurs fois en fonction, c'est-à-dire de n. On va afficher n fois le message. Maintenant, si on veut utiliser la récursivité, il faut qu'on trouve une condition d'arrêt. À chaque fois qu'on va afficher, on va diminuer n de 1. C'est-à-dire, on a affiché une fois, il faut qu'on diminue le nombre. Maintenant, affiché diminue, ainsi donc. On diminue n jusqu'à n est égal à 0. Donc, c'est ça la condition d'arrêt. Donc, on va dire if n égale à 0, alors la fin de la fonction retourne. Il faut retourner maintenant à la fonction principale. Sinon, il faut afficher toujours ce message. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler maintenant, on va rappeler maintenant la fonction là avec maintenant n-1. À chaque fois, il faut qu'il affiche printf, il faut qu'il affiche bonjour le monde en suivant la valeur de n. Donc, tant que n n'est pas égal à 0, il doit afficher bonjour le monde à l'écran. Donc, on va l'appeler afficher qui va prendre n-1. Donc, imaginons que si c'est 4, on passait dedans. Alors, 4 n'est pas égal à 0. Alors, elle affiche bonjour le monde à l'écran. Donc, ici, elle s'appelle encore avec maintenant n-1. 4 moins 1 qui est égal à 3. Ainsi de suite, jusqu'à ce que n, ce qui est passé en paramètre ici, n soit égal à 0. Donc on a ici n-1 affiché. On passe en paramètre n-1. On va l'exécuter pour voir ce que ça va donner. Ici, affiché. Alors, on va le passer 5 pour voir si on aura bonjour le monde 5 fois à l'écran. On va l'exécuter. Bien. On a bonjour le monde une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà comment ça se passe la récursivité. Ce qu'on peut bien faire avec une boucle while ou bien une boucle for. Donc, même pour la boucle, il faut trouver une condition d'arrêt. Donc, nous allons voir maintenant et la fonction factorielle qui est une fonction récursive également. Pour mieux comprendre ce qu'est la récursivité, nous allons prendre l'exemple de la fonction factorielle qui est une fonction simple à étudier avec la notion de fonction récursive. Avant tout, voici le prototype de notre fonction factorielle qui est int factoriel int n. On peut remarquer à partir du prototype que cette fonction prend en paramètre un entier n et retourne également un entier, qui est la factorielle de l'entier n. Nous allons implémenter cette fonction factorielle d'une manière récursive et non. D'abord, nous allons en mathématiquement, nous allons voir comment on calcule la factorielle d'un nombre. La factorielle d'un nombre se note d'un nombre n se note n point d'exclamation qui signifie factorielle de n. La factorielle de n est égale alors 1 fois 2 fois 3 fois ainsi de suite, c'est-à-dire la multiplication des suites à partir de 1 jusqu'à n. Autrement dit, 2 fois 3 parce que 1 fois un nombre ici, 1 fois égal à ce nombre. Donc, pour optimiser, on peut commencer directement de 2. Tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même. Donc, cette optimisation peut gagner du temps d'exécution à la machine. Donc, n. La factorielle du nombre 0 ou de 1 est égale à 1. Donc, la factorielle de 0 est égale à 1. La factorielle de 1 est égale à 1. La factorielle de 2 est égale à 1 fois 2. La factorielle de 3 est égale à 1 fois 2 fois 3. La factorielle du nombre n est égale à 1 fois 2 fois 3 fois les suites qui suivent 3 jusqu'à ce nombre n. Bien.
Nous allons voir maintenant la fonction factorielle de manière non récursive avec un boucle for. Ici, on a la fonction factorielle qui prend un entier, retourne un entier qui est la factorielle du nombre de l'entier n. On dit si l'entier passé en paramètre est égal à 0 ou bien est égal à 1, alors retourne 1 qui est la factorielle du nombre 0 ou de 1 et de 1. Sinon, alors on déclare deux variables, la variable i et la variable int qui prend maintenant n. On dit pour i de 2 à n, c'est-à-dire à n moins inférieur à n, fait int reçoit int fois i. Et après, retourne int qui est la factorielle du nombre n. On va voir maintenant la fonction factorielle de manière récursive. Ici, de manière récursive, nous avons si n qui est passé en paramètre est égal à 0 ou est égal à 1, retourne 1. Sinon, retourne le n qui est passé fois maintenant factoriel de n moins 1. Là, on va voir comment ça va se passer. On va prendre pour exemple n égale à 4 pour voir comment ça va se passer l'exécution. On commence avec n égale à 4. On empile 4 qui est le paramètre d'entrée de la fonction facto qui est empilé. On continue l'exécution. On voit que n qui est égal à 4 n'est ni égal à 0 ni égal à 1. Alors on continue notre chemin dans le S. Dans le S, nous dit retourne ce n passé en paramètre qui est la valeur 4 fois la factorielle de n moins 1 qui est 3. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors la fonction factorielle va s'appeler avec en paramètre n moins 1, 4 moins 1 qui est 3. Il y aura 3 qui sera empilé dans la pile d'exécution. 3. Maintenant, avec 3, la fonction s'est appelée. Il va vérifier maintenant. 3 n'est ni égal à 0 ni égal à 1. Alors, on continue dans le S. Alors, ici, on a encore retourne nous n fois facto n moins 1. Ça veut dire que le n qui est passé en paramètre, c'est 3. Retourne nous la factorielle de 3 moins 1 qui est 2. Fois maintenant le n même, le fois 3. Là, on va continuer. 2 n'est ni égal à 0 ni égal à 1. Alors, on continue dans le S. On appelle encore la fonction facto avec n qui est égal à 2 moins 1. Donc, on va empiler 1 maintenant. Et on continue. Ah, là, maintenant, on voit que 1 est égal à 1. Alors, retourne 1. On va retourner 1 maintenant ici. Maintenant, on a fini. On s'est arrêté. La fonction s'est arrêtée parce que sa condition d'arrêt, c'est de s'arrêter quand le paramètre n passé en paramètre, c'est-à-dire n l'entier passé en paramètre est égal à 0 ou 1. Donc, il retourne 1 et s'arrête. Mais on ne peut pas s'arrêter parce que on lui avait demandé de nous retourner n fois la factorielle de n moins 1. Maintenant, elle va commencer maintenant l'opération parce qu'elle n'a pas eu de temps pour effectuer à chaque fois qu'elle voulait effectuer. Elle s'appelle. Bon, maintenant, après l'arrêt, elle doit nous calculer maintenant et nous retourner n fois factorielle de n moins 1. Donc, premièrement, on lui avait demandé de nous retourner la factorielle de 4. Donc, on va commencer maintenant par 1. Parce que 2 avait demandé au moment de n égale à 2, on doit faire 2 fois la factorielle de n moins 1. Donc, on va faire 1 fois 2 qui sera retenu ici, qui est égal à 2. Après, on va faire 2 fois 3 qui est égal à 6. Et après, on retourne maintenant au n de départ qui est 6. Parce que la factorielle de 3, c'est 6. Donc, ce qui est le retenu doit faire fois le n de départ qui est 4.
1 fois 4 qui est égal à 24. Donc voilà la factorielle de 4. Donc c'est comme ça que ça se passe dans la pile d'exécution.